Je vous propose qu'on démarre cette session. Je vois que ça se remplit, donc allons-y. Donc on a le plaisir d'animer cet événement avec Sista et on espère que cet événement donnera envie aux femmes d'entreprendre et de se lancer à l'international. Je vais laisser Déborah, la DG de Sista, vous présenter l'initiative. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. Donc, effectivement, je m'appelle Déborah Lay, je suis directrice générale du collectif Sista. Sista, c'est un collectif qui a été créé par deux femmes entrepreneurs et une investisseur, à savoir Céline Lazorte, que vous connaissez certainement, Tatiana Jama, que vous devez connaître aussi, et Valentine de Lasteyrie en décembre 2018. Elles l'ont créé parce que, en tant que femmes dans cet écosystème startup et tech, elles se sentaient un petit peu seules. Et elles avaient surtout envie de mettre de la donnée sur ce sentiment qu'elles avaient. Donc, elles ont lancé un premier baromètre avec le BCG, dont on a sorti une version actualisée il y a quelques jours. Vous pouvez le trouver sur notre site et qui montre qu'il y a encore beaucoup trop peu de femmes entrepreneurs et de femmes entrepreneurs financées par le capital risque. Et donc, la mission de Sista est de mettre en contact justement des fonds d'investissement. On a fait signer une charte qui engage 56 fonds d'investissement en capital risque, 22 CVC et 53 accompagnateurs à financer 25% de femmes d'ici 2025. Et puis maintenant, la prochaine étape, c'est comment on met les femmes entrepreneurs en contact avec ces fonds pour que vous puissiez leur parler, découvrir leur code, savoir comment fonctionne l'investissement en capital risque et puis lever des fonds parce qu'on croit qu'il n'y a absolument pas de raison qu'aujourd'hui, 90% des fonds investis dans les startups en France le sont vers des équipes fondatrices 100% masculines. Et ce sont 85% des startups qui sont aujourd'hui fondées par des équipes exclusivement masculines. On est très heureuse ce soir d'être ici avec vous. Je pense qu'effectivement, le développement à l'international est un sujet absolument capital. Et là, je pense que vous ne pouvez pas vraiment rêver d'un meilleur panel pour traiter de ce sujet. Donc, vraiment ravie. Merci pour votre accueil. Et puis, on espère que les rendez-vous en one-to-one derrière mèneront tout de suite ou dans un deuxième temps à des deals et à plus de femmes financées dans la French Tech. Merci beaucoup et très bonne soirée. Merci Déborah, bonne soirée. Merci à toi. Donc, effectivement, on a la chance ce soir d'accueillir un panel exceptionnel avec Iselis Coste, CEO et cofondatrice de Numberly, Géraldine Lemeur, partenaire et general manager du fonds By French Founders, Rizlen Amrani, COO et cofondatrice de Contube, et Maxime Legardé, managing director France de Thunder. Avant de leur donner la parole, je voudrais juste prendre un instant pour planter le décor et donner les raisons pour lesquelles nous avons souhaité chez Newfund aborder l'international comme sujet central de notre attention sur les mois et peut-être les années à venir. Il y a beaucoup d'entrepreneurs avec nous qui assistent à cette conférence ce soir et je pense que vous avez tous accompli un travail énorme depuis 1 an maintenant pour faire face à une situation hors norme. Pour arriver à sortir de l'ornière, nous pensons chez Newfund qu'il va falloir que les entrepreneurs français se tournent résolument vers l'international et réussir la conquête de l'Europe, des US, de l'Asie très tôt dans l'histoire de leur développement. C'est un état d'esprit qui n'est finalement pas si répandu que ça dans les dossiers que nous recevons. On en reçoit environ 2800 par an. Ce mindset, nous l'avons vu chez les entrepreneurs présents à ce panel. Nous allons donc essayer de cerner les choses à faire et à ne pas faire lorsqu'on tente l'aventure de l'international. Et tout ça sans bullshit en étant le plus spécifique possible. Je m'adresse aussi aux entrepreneurs qui nous écoutent. Vous avez la possibilité de poser toutes vos questions. N'hésitez vraiment pas, il y a un onglet questions. On essaiera de les traiter au maximum. Et je vous propose de commencer avec Iselis. Tu es femme dirigeante, fondatrice de Numberly, 20 ans d'expérience à l'international. Peux-tu te présenter et nous raconter pourquoi vous êtes partie aux US en 2013, d'où vous est venue l'idée de l'international? Alors, bonjour à tous, merci beaucoup. C'est effectivement des sujets qui me tiennent à cœur et gender equity, que ce soit dans l'investissement ou dans d'autres sujets, est un sujet extrêmement important pour moi. Voilà, donc et parler de l'international, c'est quelque chose de central dans le développement d'une entreprise.
Donc Numberly, hein, rapidement, nous on fait du marketing digital. Voilà, donc on accompagne des entreprises qui veulent, acquérir, de nouveaux clients et les fidéliser. La fidélisation reste notre cœur de métier et dans cet univers-là, l'international, c'est pas une option en fait parce qu'il faut, pour pouvoir investir en recherche, pour pouvoir investir en tech, en développement, il faut avoir une dimension, qui soit une dimension internationale et pour pouvoir servir des clients, internationaux, c'est absolument nécessaire d'avoir, un coverage, qui soit suffisant. Donc c'est pas, finalement, c'est pas une question, c'est pas un choix. Et je pense que pendant quelques années, la France, hein, c'est un marché, d'une taille un peu compliquée parce que quand vous êtes dans un plus petit pays, dès le début, vous n'avez pas le choix, si vous voulez faire grandir une entreprise. En France, on a une taille un peu intermédiaire qui permet déjà de monter des boîtes, tout à fait, jolies, sans, finalement accélérer, plus que ça l'international. Donc en 2013, effectivement, on a décidé d'accélérer cette dimension-là. Donc, moi, je suis partie, m'installer en Californie où j'ai partagé un peu de temps avec Géraldine qui a passé beaucoup plus de temps que moi. Moi, j'y ai passé 5 ans, pour, justement accélérer cette dimension-là et permettre au groupe, Numberly, qui s'appelait Mille Merci en France encore à l'époque. Vous voyez, on était très français, même notre nom l'est beaucoup moins aujourd'hui. Permettre au groupe, d'aller plus vite et de sortir alors, de sa zone de confort, hein, parce que la France est forcément très confortable, quand on est français. L'international l'est beaucoup moins et pourtant, il y a énormément de talents en France et on se doit, d'aller se battre à l'international pour, pour, augmenter notre compétitivité et créer des emplois, en France dont on a, bien besoin. Je sais pas, je crois qu'on a perdu Isolis. Oui, c'est moi. Ok. Tout le monde entend bien? Oui. Ok, super. Bah, du coup, justement, Géraldine, tu vis à San Francisco depuis plus de 20 ans, serial entrepreneur, business angel. Peux-tu te présenter et nous raconter quelles sont les ressources que tu conseilles pour aller à l'international? Quelle préparation il faut? Alors, je brouille un peu les pistes, hein, parce que c'est effectivement, j'ai vécu 15 ans à San Francisco, mais je viens de bouger à New York. Donc maintenant je suis côte Est. Et je vais faire écho à quelque chose que vient de dire Isolis. C'est, enfin, en fait, à deux choses. C'est d'abord l'internationalisation, tu as dit, est pas une option, et je pense que tu as tout à fait raison là-dessus. Et deuxièmement, la taille du marché français. Je pense qu'on a une chance fantastique en France d'avoir le marché qu'on a, mais compliqué, pas forcément très grand. Et il faut bien l'avoir à l'esprit pour tout entrepreneur qui crée sa boîte aujourd'hui, avoir ce raisonnement. Chaque fois, on se fait l'écho de ce qui se passe dans les pays nordiques ou de ce qui se passe en Israël. C'est simplement parce qu'eux considèrent vraiment qu'ils ont un laboratoire et pas un marché. Et nous, on est pris un petit peu entre deux feux avec ce marché qui existe, qui de toute façon, par exemple, pour tous les gens qui sont en B2C, n'est pas suffisamment grand. C'est clairement pas un marché. Et en B2B, on a quand même des très belles boîtes avec lesquelles on peut signer quand on est une start-up. Donc ça, c'est mon premier point. C'est effectivement l'international n'est pas une option. Et il faut penser sa boîte globale, internationale, dès le départ. Et peut-être, je vais aller à l'extrême et peut-être en choquer certains, mais se dire la France, c'est mon laboratoire. Et j'ai la chance d'avoir un laboratoire avec tous les outils possibles, absolument fantastique, avec les bonnes personnes, parce qu'en tech, on a les bonnes personnes, avec probablement aussi des bons clients, parce qu'il y a des bons clients en France. Mais voilà, avoir cette notion, peut-être se dire, je suis encore dans le lab et penser sa boîte globale. Donc, clairement, quand on arrive, si je prends le côté US, quand on arrive aux États-Unis, il ne faut pas arriver la fleur au fusil, il faut arriver avec un playbook. Il faut se dire, OK, je sais ce que je veux exécuter et voilà comment je vais l'exécuter. Ça, c'est aussi très important. C'est cette phase de préparation, que ce soit pour son produit, que ce soit pour son marché, que ce soit pour aller lever des sous, c'est se dire, il faut que je sois préparé. On ne peut pas arriver sous prétexte qu'on a peut-être déjà levé de l'argent, effectivement, en Europe, d'arriver sans être préparé.
Et du coup, ça rebalance un petit peu les choses parce que, on a un peu tendance quand on est en France à être très axé sur son produit, à avoir vraiment une stratégie produit et mes features et qu'est-ce que je rajoute et aussi parce que certains clients vont vous pousser là-dedans. C'est un peu toute la problématique des quand on est en B2B des POC, et puis des clients qui vont vous sortir de votre roadmap en mode, «Tu fais du carré, mais je voudrais bien du rond». Et du coup, quand on va vers l'international, cette notion de playbook, c'est plus une notion de stratégie business. C'est de se dire, OK, je suis en train de développer mon business, je vais devoir améliorer et changer mon go-to-market, mais pardon pour le franglais, hein, mais changer mon produit, arrêter de me focuser sur des features et des éléments purs produits, et vraiment se mettre dans cette stratégie business qui va pas pouvoir, enfin, permettre à la société, à l'entreprise, à la start-up de scaler et de se développer à l'échelle de ce qu'est le marché, de ce qu'est le marché américain. Donc, il faut vraiment être dans cette optique-là et aussi dans l'optique de faire différent. Le point aux États-Unis, c'est que le mieux, ça marche pas. Better doesn't work. Et que pour accrocher des clients et pour que les gens changent et aillent vraiment vers son produit, il faut vraiment se différencier, être différent de ce qui est sur le marché. Donc voilà, c'est ces points-là. Profiter d'être en France pour bien se préparer, de construire dès le départ les fondations de la maison en mode global et se dire ça va être quoi d'aller en dehors de la France, optimiser un maximum ce qu'on peut faire avec le marché français et puis après développer le global, l'international, mais avec ce mindset dès le départ. Justement, Rizlen, je sais que chez QuantCube, vous avez fait l'international dès le départ. Est-ce que tu peux nous partager ton expérience et nous raconter comment vous êtes organisé au sein de QuantCube notamment? Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Ravie d'être avec vous ce soir et témoigner un petit peu de cet aspect-là. Alors, simplement pour situer très rapidement qui est QuantCube. Donc, nous, QuantCube, on est spécialisé en ce qu'on appelle l'intelligence économique et on est une fintech qui screen toute la data possible et imaginable dans le monde, l'imagerie satellite, ce que vous postez sur les réseaux sociaux et énormément d'autres choses, pour finalement avoir des indicateurs en temps réel de l'activité économique sur les zones géographiques les plus importantes et qui intéressent finalement les investisseurs. Donc, on est une fintech par essence, et notre solution s'adresse finalement à tous les investisseurs sur les marchés financiers. Les marchés financiers étant globaux par nature, donc il y a beaucoup de globalisation autour de cela. Donc effectivement, pour nous en tout cas, et je rejoins finalement Isolis et Géraldine, l'international n'était pas une option. Ce n'était pas une option, mais c'est aussi un peu plus fort que cela, c'est-à-dire que c'est un petit peu dans notre ADN, à moi et à mon associé, parce qu'on a un parcours extrêmement international, un background extrêmement multiculturel aussi. Et effectivement, on en a fait une force, et c'est un élément qui a été un petit peu inhérent à la société dès sa création et à tous les niveaux. Donc, on est vraiment parmi ces startups-là qu'on appelle born global. Voilà. Et donc, effectivement, à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre équipe, c'est une équipe multiculturelle. On a quasiment plus de 13, 14 nationalités en interne, des personnes qui parlent plusieurs langues, avec qui viennent de plusieurs cultures différentes. Donc ça, pour nous, c'était une démarche importante. La partie produit, à l'origine, quand on a commencé à définir la solution, on l'a développée un petit peu en mode Lean Startup et donc directement avec les clients et les early adopters qui étaient notamment internationaux. Donc, on avait des clients qui étaient pilotes en Amérique du Nord, en Asie, en Europe aussi. Et c'était très, très important pour nous parce qu'effectivement, comme on voulait couvrir les besoins les plus importants chez les investisseurs à l'échelle internationale, il fallait avoir aussi finalement cette vision-là, cette spécificité marché, parce qu'effectivement, un hedge fund global macro en Asie va avoir finalement un spectre complètement différent et peut-être des besoins un peu plus spécifiques par rapport à un hedge fund américain. Et encore plus fort que cela, ils étaient même par moments, ils nous donnaient beaucoup d'idées qui pouvaient être innovantes sur le marché américain, mais pas du tout, par exemple, sur le marché asiatique. Donc, c'était très intéressant aussi d'avoir cette démarche-là dès la définition du produit lui-même. Après, effectivement, en plus de la clientèle, nos investisseurs, même à l'échelle du seed,
on a voulu avoir des internationaux à bord. Donc, on avait finalement réussi à avoir des investisseurs sur les quatre coins de la planète qui sont un peu aujourd'hui nos yeux et nos oreilles internationales. Et par la suite, on a aussi abordé des investisseurs institutionnels internationaux. Donc, on a Moody's, par exemple, aux US, qui nous a rendus un peu américains aussi, quelque part. Et puis, bien entendu, on a la Caisse des dépôts, plus un fonds souverain étranger. Donc ça, c'est pour vous dire que c'est vraiment une démarche qui est un petit peu dans l'ADN de la société. D'emblée, on a vu grand. On a été biberonné un petit peu à la sauce Dream Big quand on monte un business. Et effectivement, la démarche a été internationale et aujourd'hui, elle l'est encore de plus en plus. Voilà. Ce qui nous a beaucoup aussi aidé au départ, en plus de leverager sur notre réseau, pour pouvoir un peu conquérir ces marchés, c'est aussi un petit peu toute l'aide qu'on peut trouver en tant que start-up en France déjà pour pouvoir s'internaliser. Donc, il y a plusieurs réseaux. Par exemple, moi, je pense à Business France ou même le réseau des CCI, des chambres de commerce et d'industrie, qui ont été extrêmement facilitateurs pour nous à créer finalement des liens et des relations en direct avec certains prospects ou certaines institutions à l'étranger. On les a beaucoup utilisés aussi comme pilotes pour pas mal de missions et on a pu, par exemple, monter des événements très, très prestigieux dans de très belles salles avec une très belle audience à très bas coût. Voilà, quand on est start-up, quand on commence au départ, il faut faire attention au cash et aux costs. Et effectivement, ça permet justement d'avoir ce type de visibilité, ce type d'événements et de présence à bas coût en leverageant sur ces réseaux-là. Et plus encore, sur certaines régions, il y a ce qu'on appelle les EDB, donc les Economic Development Boards. Il y en a plusieurs. Là, parmi ceux qui sont très, très forts aujourd'hui, c'est ceux de Singapour. Ils ont des représentants un peu partout, même en Europe. Et effectivement, ils aident les startups, même les startups françaises, à venir s'installer à Singapour, à créer des relations business, à les introduire à un niveau très élevé au niveau des institutionnels, parce que justement, à Singapour, c'est une approche top-down quand on va attaquer le marché. Donc voilà, on a eu plusieurs leviers qu'on a pu actionner tout au long de la création de la société, en leverageant sur plusieurs ressources possibles, sur plusieurs canaux, sur nos réseaux, pour pouvoir avoir cette présence-là aujourd'hui et pour pouvoir aboutir à cette solution-là qui répond finalement à un besoin assez standard dans le monde financier. Et puis, effectivement, une équipe qui est capable d'être très dynamique et répondre à ces exigences à l'international. D'accord, donc bien penser à s'appuyer sur des relais, même en France. Je continue. Maxime, tu as travaillé dans 15 pays différents, mais je vais te laisser te présenter. Est-ce que tu as des conseils également à nous donner suite à tes expériences? Bonsoir tout le monde et merci beaucoup pour l'invitation déjà. Ouais, je vais essayer de donner des. Alors, moi, je suis allé beaucoup à l'international et j'ai quasiment fait que des erreurs. Du coup, du coup, j'ai appris des choses, quoi, mais je vais essayer d'insister là-dessus. Moi, pour me présenter rapidement, alors moi, j'ai monté une société il y a 4 ans dans l'optimisation du fret routier pour remplir les camions qui roulent à vide et optimiser la logistique pour les entreprises. Que j'ai revendu l'an dernier à mon concurrent allemand. Donc, je pourrais y revenir. Hein, c'est un autre aspect de l'international aussi, c'est la fusion, le rachat, peu importe comment on l'appelle, pour accélérer. Et nous, dans le cas de créer un grand champion européen. Et avant, en fait, j'ai passé un peu plus de 8-9 ans dans un groupe allemand qui s'appelle Rocket Internet, qui a créé beaucoup de startups à l'époque, un peu aux quatre coins du monde et qui a fait émerger, en tout cas j'en fais partie, une jeune génération d'entrepreneurs durant ces 10 dernières années. Et moi, j'ai créé une entreprise qui vend des pneus en ligne basée en Allemagne, qui a été revendue à un groupe coté. Ensuite, je suis allé en Asie du Sud-Est, monter un site e-commerce qui vend des lunettes de soleil, lunettes de vue, lentilles de contact, que j'ai lancé en Malaisie, à Singapour, en Australie et à Hong Kong. Ensuite, je suis allé dans le business de la food delivery où j'ai dirigé Foodpanda, qui est le concurrent mondial d'Allo-Resto en Russie, au Kazakhstan et en Ukraine. Ensuite, je suis allé diriger cette même boîte au Brésil. Et après, je suis revenu en Allemagne et j'ai monté un site pour réserver des soins de services de beauté en ligne. En France, on a Treatwell et Balinea, je ne sais pas si vous connaissez, que j'ai monté d'abord au Brésil et après dans d'autres pays émergents. Moi, ce que j'en ai retenu pour essayer de donner 2-3 petits tips, déjà, moi, les erreurs qu'on avait fait à l'époque, c'est que je pense que quand on ne connaît pas un pays,
les aspects culturels sont clés. Moi, j'ai managé des équipes au Brésil et en Russie. Je ne savais pas du tout comment faire. Donc, on essaie de le faire avec plus d'humilité possible. Mais en fait, le choix des éléments clés d'une équipe vont être encore plus important que dans le laboratoire de la France. Parce qu'en fait, on ne sera peut-être pas tous les jours avec eux. On sera peut-être en visio avec eux. On ne pourra pas avoir les pieds dans le second pays, entre guillemets, ou plusieurs pays, s'il y en a plusieurs. Donc, moi, je sais qu'on ne passait pas assez de temps à recruter des éléments clés en qui on a confiance. Et les 10 premières personnes, je pense, dans un nouveau pays, c'est encore plus important que dans le premier pays. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, je mentionnais l'aspect culturel, en fait, il est clé. C'est que souvent, et en plus en France, on a l'impression qu'on fait tout le temps bien les choses et qu'on est un peu le centre du monde, ce qui est peut-être vrai sur différents aspects. Mais en fait, quand on arrive à l'étranger, il faut se mettre dans les baskets de ceux qui vivent dans ce pays-là. Et ça demande un vrai travail, je pense, de comprendre comment fonctionne la relation avec les clients, comment on fait des sales, toutes ces choses-là, en fait, qui ne s'apprennent pas trop, à part par de l'expérience. Et là, c'est vrai que rencontrer des entrepreneurs qui ont fait le même chemin que nous dans ces pays-là pour un peu leur demander comment on fait, je pense que c'est vraiment clé. Nous, on ne le faisait pas assez en tout cas et on avait des chocs culturels. Moi, j'avais des chocs managériels où j'ai dû apprendre qu'on ne manageait pas des équipes russes et brésiliennes de la même façon. En Russie, enfin, en tout cas, mon expérience, quand on dit à quelqu'un de faire quelque chose, si jamais on explique les raisons, ça va être niet et je ne vais pas le faire. Alors qu'au Brésil, mon souvenir, c'était que c'était si, je vais le faire, mais finalement, il n'y avait pas grand-chose qui était fait 3 jours plus tard. Je caricature un petit peu, mais en fait, moi, j'ai beaucoup appris sur l'aspect culturel et l'importance de comprendre un peu les différents mindsets et états d'esprit des pays dans lesquels on va. Voilà les points que je peux partager. Donc, sur l'aspect culturel, connaissance d'équipe. Et après, oui, le troisième point, j'y reviens pour la deuxième partie de mon expérience. Je pense que continuer seul sa route et aller vers d'autres pays, c'est extraordinaire, bien évidemment. Maintenant, c'est vrai que de plus en plus, et quand c'est bien fait, alors il y a des études qui montrent que c'est fait que dans 20-30% des cas, le fait de faire du M&A, de la consolidation, ça peut aussi permettre de pénétrer un marché plus rapidement parce qu'on acquiert un produit, on acquiert des équipes, on acquiert un savoir-faire qui peut faciliter une ouverture de pays sans le faire tout seul et gagner plusieurs années, quoi. Après, je dis faire attention parce que ouais, nous, quand on a fait la fusion avec Sender, il y a le groupe qui m'a racheté il y a 9 mois. On a beaucoup lu la littérature avant qui disait que voilà, dans 70% des cas, ça se passe mal. Et souvent, ça se passe mal, c'est pour des raisons de communication managériale et culturelle. Donc, on y revient aussi. Ok. Merci. Et puis, du coup, on reviendra peut-être un peu plus tard sur tout ce qui est M&A et fusion. Isolis, j'ai une autre question pour toi. Numberly, aujourd'hui, dans plusieurs pays, vous avez 8 bureaux dans le monde, Paris, Londres, New York, Amsterdam, Montréal, Dubaï, Milan et Bruxelles. Et quels ont été les critères, en fait, quand vous avez ouvert les projets, les bureaux, pardon? Alors pour moi, il y a 5 critères principaux quand on regarde un bureau, enfin l'ouverture d'un bureau, au-delà évidemment du potentiel business qu'on a dans le pays, mais il y a des choses qui ont déjà été dites. Le premier critère, c'est la maturité finalement par rapport aux produits qu'on apporte. Quelle est la maturité du pays dans lequel on arrive et donc finalement le coût d'accès ou le coût d'entrée. Donc vous voyez que dans nos filiales, on a beaucoup d'hétérogénéité finalement entre les États-Unis où on a une maturité très élevée et Dubaï, par exemple, où la maturité digitale est moins élevée. Donc, je pense que cette compréhension de la maturité du pays dans lequel on va et de sa capacité à s'adapter à cette maturité-là, elle est indispensable. Ensuite, il y a la compréhension du pays, comme vient de le dire Maxime, comprendre les gens, comprendre comment on les manage, les process commerciaux. Donc, il y a cette capacité à aller comprendre ce pays-là et que des personnes de l'équipe dirigeante en soient capables pour être capables d'en assurer un suivi. La dimension internationale, alors je suis quelqu'un d'un peu impatient, ça va toujours plus lentement qu'on aimerait globalement. Donc,
il faut s'attendre à ce qu'il y ait un temps de suivi avant que ça vole tout seul qui soit assez long. Le troisième, en tout cas dans nos métiers, mais je pense que c'est vrai dans beaucoup de métiers, c'est les contraintes légales locales. C'est quand même une dimension extrêmement importante. Nous, dans le métier de la data, c'est évidemment une dimension centrale. Et il reste beaucoup d'hétérogénéité encore entre les zones et les pays. Le 4e point, c'est une analyse de sa légitimité, hein, je pense il y a des sujets, des secteurs, voilà, déjà quand vous êtes français, quand vous parlez, je sais pas, de food tech par exemple, vous êtes assez légitime naturellement. Quand vous parlez d'autres sujets, vous l'êtes moins et c'est pareil pour une entreprise. Une entreprise, elle est plus ou moins légitime en fonction de son histoire, de sa culture, de son produit, sur un marché ou sur un autre et ça, c'est important parce que la légitimité est forcément, très, très corrélée avec la vitesse. Et le dernier point, c'est bien sûr, là où les bonnes personnes pour aller le faire, hein. Donc il faut, évidemment se donner les moyens et un laps de temps pour les trouver, mais c'est un élément central même si, vous avez, nous chez Numberly, on est à peu près, 600, donc on a une taille de boîte où on a on a de la matière, on a des gens, mais malgré ça, les gens locaux dans les pays et c'est évidemment eux qui font la différence. Même si vous avez un produit, qui est robuste, un positionnement qui est robuste, on existe depuis 20 ans, donc on a quand même un savoir-faire qui est robuste. Ouais, j'ai été moins serial entrepreneur que toi, hein, Maxime. Je suis restée un peu plus, un peu plus, d dans le même sillon. Hem Malgré ça, malgré la solidité que vous pouvez avoir sur, votre marché d'origine, c'est vraiment évidemment les personnes en local, qui font une grande partie du succès. Donc voilà, ces 5 critères pour moi, sont, en tout cas dans mon métier, des critères que je pense importants et je pense que c'est assez vrai dans pas mal de secteurs et puis après il y a l'envie, aussi, la capacité à investir et à accepter qu'on investisse, sur une période parfois plus longue que celle, qu'on avait, initialement, imaginée et la capacité d'amener ces investisseurs, sur ce chemin-là. Alors nous, ma boîte est cotée en bourse, hein, donc c'est une relation qui est différente avec, une relation qu'on peut avoir avec du capital risque, mais c'est la même chose. Il faut que vous ayez des investisseurs qui soient alignés, avec cette vision et qui vous soutiennent, dans la durée si vous voulez, vraiment, arriver à développer une stratégie, internationale, solide, hein, et qui soit, pas juste des épingles, sur un tableau, disons. OK. Ghislaine, justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment également vous avez ouvert, vos bureaux? Est-ce qu'à chaque fois vous prenez l'avion et vous y allez? Aujourd'hui, comment vous vous débrouillez avec le Covid? Alors effectivement, au tout début, comme je le disais, comme toute start-up, on fait attention aux coûts. Donc, tout de suite ouvrir à l'international, ça coûte cher. Surtout que nous, on avait comme, le pays naturel pour nous, la cible naturelle, c'était les US et principalement New York parce que c'est là où il y avait la plus grande et la plus forte concentration, d'institutions financières. Donc ce qu'on a fait au départ, c'est que comme je l'ai expliqué, c'est de leverage sur le réseau, mais pas seulement. C'est aussi se créer un réseau local sur place, hein, notamment à New York, enfin aux US de manière générale, et des partenaires. Et donc justement pour toucher la clientèle espérée, on a fait notamment des partenariats avec les banques d'investissement américaines, donc notamment avec JP Morgan, avec Morgan Stanley, Bank of America aussi. Et on a beaucoup participé, on a eu beaucoup de visibilité grâce à eux parce qu'ils nous invitaient de manière systématique à chaque fois qu'il y avait des conférences en lien avec l'alternative data and investment, en lien avec tout ce qui est intelligence économique, etc. Et donc effectivement, à chaque visibilité, à chaque événement, ça donnait énormément de requests inbound de la part de notre cible clientèle naturelle. En plus, on a eu aussi une démarche, on va dire, média,
non seulement auprès de ces banques-là, parce que ces banques-là publient beaucoup de recherches, d'articles et de white papers. Donc, on s'est associé à eux, on a fait des publications ensemble. Donc, ça a été dispatché et ça a permis de donner une certaine visibilité et crédibilité à QuantCube. Et en plus de cela, on a commencé aussi à faire des publications justement au sein du Wall Street Journal sur des thématiques économiques particulières, etc. Donc, effectivement, tout ça vient un peu légitimiser la démarche d'une start-up française qui vient finalement conquérir la conquête du marché américain, là où il y a les plus grands leaders en data science, en intelligence artificielle. Et donc, effectivement, c'était une approche qui était importante et une démarche importante à faire. Donc, au départ, on a misé sur cette stratégie-là. En plus de cela, on a eu des relais locaux. Donc, ces relais-là, au lieu d'aller embaucher directement des sales, monter une structure qui pouvait coûter cher, on est passé simplement par des consultants en business development, par des sales part-time, etc., qui ouvraient le pipe pour nous. Et puis derrière, nous, ici, à partir de Paris, on faisait le follow-up, le CRM et l'onboarding des clients. Donc, ça a duré comme ça un bon moment. Ça a bien fonctionné, ça a bien marché. Ça nous a... Excuse-moi, vos relais locaux, vous les trouviez comment en fait? Alors là, c'est pas facile. Donc, c'est pour ça qu'il faut, faut vraiment, surtout, enfin, le recrutement de sales, c'est ce qu'il y a de plus compliqué au monde. Je crois que c'est parmi les recrutements les plus, voilà, donc faut toujours se méfier. Et effectivement, nous, ce qui nous a aidé, c'est vraiment nos business angels. Voilà, donc c'est eux qui ont été déterminants parce qu'effectivement, ils sont issus du secteur financier, c'est tous des C-level dans les plus grandes banques et ils nous ont à chaque fois bien aiguillés sur les profils, sur les personnes avec qui ils tissaient des partenariats, etc. Après, effectivement, il y a eu des erreurs, hein. On a eu on a eu des partenariats qui étaient complètement foireux, mais par la suite, on a réussi quand même à concrétiser, à scaler des sales et on a commencé comme ça avant de commencer à établir une première structure sur les US. Voilà. Sur d'autres géographies, parce qu'on a aussi une bonne clientèle en Asie, notamment au Japon et à Hong Kong et Singapour, là, pour le coup, on a une démarche complètement différente. Donc là, on s'est appuyé sur des partenaires qui pouvaient être, par exemple, une boîte des Big Four, plus aussi des relais vraiment locaux, parce qu'encore une fois, la culture est super importante. Elle est super déterminante. Et effectivement, ce qui marche très, très bien, c'est d'avoir à chaque fois des locaux qui comprennent parfaitement bien la culture, qui peuvent créer le relationnel avec le client et qui savent finalement comment manager le relationship avec lui. Et donc, effectivement, quand on y allait avec on va dire une démarche et des objectifs très, très clairs à chaque fois, pour chaque géographie, et aussi avec quand même une parfaite conscience du temps que cela pouvait prendre. Parce que le sales cycle aux US n'est pas le même qu'en Asie. Donc, effectivement, en Asie, il faut créer la relation, faut se faire connaître au sein de l'institution, il faut parler une fois, 2 fois, 3 fois, 4 meetings, avant de se dire, tiens, on est capable d'emborder le client. Aux US, ça peut être très, très vite, hein. Ça peut être à la sortie d'un meeting. Donc, le sales cycle n'est pas le même. Le travail doit être fait parce qu'effectivement, c'est des géographies qui sont à très fort potentiel de croissance. Mais voilà, il faut avoir conscience du fait qu'il y a la culture et puis aussi le sales cycle qui n'est pas le même pour tout le monde. Voilà. Okay. On en revient souvent à la culture. Géraldine, à ton avis, quelles sont les astuces également à avoir en tête, à quoi il faut faire attention en plus de la culture pour aller à l'international? Ah, tu es sur mute. Pardon. Je peux juste me faire écho de ce que viennent de dire Iselis et Guylaine, parce que c'est pour ça que je monte le fond aujourd'hui. Aujourd'hui, je monte le fond parce que je mets le réseau et l'humain au centre de l'équation. C'est pas l'argent qui fait réussir à l'international, et c'est pas une astuce, c'est juste un constat et un état de fait. Il faut des régionaux de l'étape, il faut des gens sur qui on puisse s'appuyer et puis clairement aussi des gens qui comprennent aussi votre culture. C'est-à-dire qu'au-delà du fait d'avoir un réseau propre qu'on se construit au fur et à mesure des années avec, si je prends les États-Unis, avec des Américains, au-delà de ça, c'est bien quand on arrive
d'avoir aussi autour de soi, par exemple, si on est français, des Français qui sont passés par là, qui ont essuyé aussi les plâtres et tout ce que vous venez de dire sur le recrutement. Ah, le recrutement, c'est le truc où on se prend les pieds dans le tapis. Clairement, c'est le premier sujet. Après, il y a toute la partie intermédiation business. Comment je rentre en contact avec, si je suis en B2B, les gens des grands comptes. Donc voilà, l'astuce. Il y a pas d'astuce. À un moment donné, faut juste exécuter, délivrer. L'astuce, c'est d'être préparé, ce que je disais tout à l'heure et puis surtout, d'être bien accompagné et bien accompagné, ça peut aussi passer par ces investisseurs, comme Guylaine le disait, des business angels, qui sont, qui connaissent, et qui peuvent aider. Ça peut passer aussi par des VC, même si c'est pas les business angels et ça peut être c'est pas obligatoirement d'avoir des VC dans le pays où on arrive, hein. Vous avez il y a des VC en France qui connaissent très bien, ce qui se passe de l'autre côté. Donc tout ça, heu, je ne sais pas, l'astuce, c'est vraiment de se préparer, c'est de pas y aller souvent et tu disais Maxime, tu parlais de pays qui, tout d'un coup, ça sonne un peu exotique parce qu'on se dit: «Ouais, mais alors si je vais en Russie, c'est sûr que déjà je parle pas la même langue et puis c'est pas la même culture». On a cette sensation-là. Par contre, les gens qui arrivent aux États-Unis, ils ont pas forcément cette sensation-là. Ils se disent: «Attends, je parle anglais, New York ou San Francisco, c'est ma came, il y a pas de problème, ça ressemble à l'Europe. Mais ici, on va faire tout pareil et on a des sous en plus». Et c'est là que badaboum. Donc non, la culture, elle est dans plein de détails. On est probablement, aux États-Unis, les Américains sont probablement plus différents de nous que les Chinois sont différents de nous. Je pousse la caricature, mais c'est ça. Donc il faut vraiment se dire: «Ouh là là, quel que soit l'endroit, je suis pas chez moi ici. C'est pas pareil que ce que je fais dans mon pays, c'est tout à fait différent». Donc ça, c'est peut-être le point et l'accompagnement, moi, c'est mon motto aujourd'hui sur le fond, c'est d'avoir les bonnes personnes autour de soi. C'est pas l'argent, la clé de la réussite à l'international. C'est autre chose. C'est toute cette exécution et tout cet accompagnement. Ok, merci. Du coup, Maxime, toi, tu as fait une stratégie un peu différente avec Sander. Tu as privilégié une stratégie de partenariat. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Quelle culture aussi tu avais mise en place chez Everroad? Et si tu conseilles de se rapprocher de ses concurrents? Déjà, c'est rassurant de voir que l'aspect culturel est plus important que l'aspect financier. Et je suis vraiment d'accord avec le fait que moi, par exemple, je travaille avec des Allemands et c'est pas parce qu'on est proche, même européen, que c'est facile. On peut se sentir aussi encore plus dépaysé à 200 km de chez soi que de temps en temps à plusieurs milliers de kilomètres, quoi. Alors moi, déjà, j'ai toujours… en fait, moi, dans les entreprises que j'ai eu la chance de pouvoir développer, j'ai toujours parlé à tous mes concurrents depuis le premier jour, que j'ai vraiment jamais vraiment considéré comme mes concurrents, parce que sinon, ça m'empêchait de dormir la nuit quand même. Donc, je me disais, c'était des gens bien qui faisaient à peu près la même chose que moi. Et à chaque fois, j'allais à leur rencontre, que ce soit les, entre guillemets, les pure players qui faisaient exactement ce que je faisais ou les players historiques qui faisaient ce métier d'une manière plus traditionnelle. Et j'allais tout le temps me présenter en expliquant ce que je voulais faire, en me disant qu'il n'y avait pas grand-chose de secret in fine dans ce que je faisais. Et on avait des points réguliers tous les 3-6 mois. Et à chaque fois, j'essayais de comprendre si jamais ils étaient dans le même état d'esprit, si jamais on pouvait, entre guillemets, s'entraider. Avec les pure players, on s'entraidait plus pour être plus fort ensemble par rapport à un marché à digitaliser, hein. Quand moi, j'ai monté Everroad, le transport routier, c'est un marché de 300 milliards en Europe. On ne faisait même pas 1 million de chiffre d'affaires, enfin, un peu plus la première année. On était peanuts, quoi. Donc, j'allais plus à l'encontre de ces concurrents, entre guillemets, pour voir comment on peut travailler ensemble, est-ce qu'on peut faire des partenariats, est-ce qu'on peut s'entraider, etc., etc. Et je me suis toujours dit que sur le long terme, de toute façon, en fait, peut-être qu'on allait être amené même à travailler ensemble. Donc, l'exemple de Sender, c'est la société allemande qui m'a racheté. En fait, depuis que j'ai créé Everroad en 2016, pardon, on avait un petit déjeuner ou un déjeuner tous les 3 à 6 mois, ce qui nous a permis d'apprendre à se connaître, ce qui était génial. Et moi, en fait, en 2019, après, j'ai eu le choix, soit continuer tout seul et relever un troisième tour de financement, soit faire une fusion avec eux. Et en fait, on s'est dit que marier le numéro 1 français et le numéro 1 allemand, ça peut aussi permettre de faire
un play intéressant pour créer un champion européen. Et, et je pense qu'on a eu raison. Et 3 mois plus tard, on rachetait la société Uber Freight en Europe, ce qui était quand même un gros deal de voir une boîte européenne racheter un player comme Uber US. Et 3 mois plus tard, on relevait 160 millions de dollars parce que les investisseurs préféraient aussi investir dans une boîte qui avait consolidé le marché. Donc oui, moi je conseille parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait quand on est entrepreneur en fait. Et la vision idyllique de se dire je vais révolutionner le monde, c'est bien beau, il faut l'avoir, mais après il y a aussi la réalité de peut-être qu'on peut le révolutionner à plusieurs et peut-être que ce sera plus facile, quoi. En tout cas, moi c'est le choix que j'ai fait. Je dis pas qu'il faut le faire, je dis qu'en fait il s'est présenté et qu'il fallait le saisir. Voilà. Et tu avais mis en place une culture particulière chez The Road, justement, pour avoir cet aspect européen. Oui, alors, comme on l'a dit en début de conversation, en fait, nous, le transport routier, étant donné que les marchandises de Procter & Gamble, elles sont produites à Amiens et elles vont dans toute l'Europe, et de l'autre côté, les transporteurs routiers, qu'ils soient espagnols, allemands ou polonais, ils roulent dans toute l'Europe. En fait, il n'y a pas de marché français dans la logistique, donc il fallait être européen depuis le premier jour. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est que dès le début, quand on était 4 sous un toit, j'avais instauré, entre guillemets, un début de culture de l'anglais. Ce qui n'est pas évident en France, hein. Enfin, moi, j'étais beaucoup dans des pays étrangers où j'étais en coloc avec des Allemands, avec des Suédois, avec des Danois, où je veux dire, c'était normal de parler anglais à table. En France, quand même, quand on est 5 dans une salle et il y a un Danois qui arrive, bon courage pour lui pour le dîner, quoi. Et du coup, j'avais essayé d'instaurer ça. Donc, c'est tout bête, hein, de mettre des cours d'anglais au bureau pour tout le monde. Les grands meetings à l'oral que je faisais, les mails importants, c'était qu'en anglais. Le produit, il a été fait en anglais, bien évidemment, depuis le jour 1. Donc, on a essayé, oui, de ramener la culture de l'anglais dans la culture de la boîte dès le début, sans rien faire d'extraordinaire, honnêtement, mais j'avais l'impression que c'était déjà un, un grand pas de se construire comme ça dès le début. Et ça, pour le coup, j'avais eu beaucoup de feedback de copains qui m'avaient dit lors de leur 3-4e tour de financement, ah bah tiens, maintenant on va à l'international, il faut se mettre à l'anglais. Et là, c'était un peu un massacre, quoi, parce que tu dois le faire en 3 mois de temps, et là, tu dois tout changer dans ta boîte, et culturellement, ça peut être très lourd et complexe. Ok. Du coup, j'en profite pour rebondir sur une question, et Julie, ça, tu seras sûrement d'accord avec ça. C'est quel serait votre conseil sur la stratégie produit pour ne pas rester figé au marché français? Est-ce que vous aussi, chez Numberly, vous aviez pensé le produit international dès le premier jour, ou il a évolué dans le temps? Alors sur le produit, ça on n'a pas eu de problématique d'adéquation marché sur le produit, puisqu'on est sur un marché, pour le coup, heu, c'est pas sur le produit qu'on a des soucis quand on va scaler. Par contre, clairement, tu l'as dit, Ghislaine, avant, on a eu une équipe, toujours multiculturelle, mais clairement pas, assez pendant longtemps. Et donc on aurait dû, comme tu viens de le dire Maxime, aller plus vite certainement, même si, on aujourd'hui on a à peu près 25 nationalités dans le groupe. Et c'est, cette vision de l'international, elle peut pas être, je pense, sans multiculturalité, en tout cas au HQ ou dans le pays où la boîte est créée. Ça peut pas avoir de réalité, et en plus parce que, ben, idéalement, il faut aussi que, les managers des filiales de demain, soient déjà dans le groupe quelques années avant, pour avoir un pool de managers qui vont être capables d'aller à l'international. Donc, et aussi parce qu'on parlait de légitimité tout à l'heure, hein, nous, chez Numberly, on fait beaucoup de R&D, hein, c'est 20% de nos dépenses, en marketing digital. Ça peut paraître bizarre, mais c'est vraiment, important dans notre métier d'avoir un thought leadership qui soit fort, et ça, pour ça, il faut que ça soit porté par des gens localement, en fait. Évidemment, on a, aujourd'hui, et le covid a beaucoup accéléré ça, la capacité d'aller rayonner de manière assez internationale depuis à peu près n'importe quelle géographie, mais on a quand même besoin
d'un relais local qui puisse être une figure de ça sur un marché, parfois avec l'aide de partenaires, hein, comme tu l'as dit précédemment, mais pas toujours. Pour information, pour revenir sur l'accompagnement, chez Newfund, on a un partenaire aux US qui est là pour accompagner justement tous nos fondeurs et les aider à s'implanter sur ce marché. Je vous propose de continuer avec les questions qui commencent à arriver. Rizlen, quel serait ton conseil pour se lancer à l'international en période de Covid? Quels sont les points d'entrée conseillés pour creuser des marchés à l'étranger, notamment en Europe et aux USA? En période de Covid, très bonne question. Alors effectivement, enfin, on dit souvent que pour créer le lien, il faut la proximité. Donc effectivement, pour commencer de la prospection en période de Covid, c'est un peu compliqué. Si on n'est pas déjà un petit peu à minima établi avec des partenaires, etc. Mais ce n'est pas impossible. Moi, je pense qu'il faut vraiment toujours essayer de faire parler de soi, quel que soit le marché. Il faut un volet médiatique. On arrive toujours, donc on a toujours c'est ce que disait... vous disiez tout à l'heure, au tout début du panel, on a un prisme franco-français, on croit qu'on est les meilleurs, qu'on est les meilleurs ingénieurs du monde et qu'on va arriver, conquérir le marché, ça va être facile. Ce n'est pas du tout le cas. Si on n'entend pas parler de nous avant, c'est très, très compliqué de nous prendre en sérieux. On sera toujours la start-up qui vient de France. Et puis voilà. Et donc, effectivement, moi, je dis qu'il faut toujours faire parler de soi, asseoir sa crédibilité. Ce qui est un peu compliqué au tout départ, mais il faut avoir une stratégie média quand même quand on va dans un pays, quand on s'installe dans un pays. Le premier article qui tombe sur le Wall Street Journal ou Financial Times, il pèse lourd. Et c'est très important. Il faut leverager dessus pour faire de la com et pour aller chercher les prospects. Et donc, effectivement, si on n'a pas la chance d'avoir des personnes qui ouvrent le pipe et qui mettent à disposition le réseau, il faut trouver une autre façon pour y parvenir. Après, effectivement, en finance, c'est compliqué parce que il faut atteindre tout de suite les décideurs. Moi, par exemple, pour mon business, il faut que j'aille chercher tout de suite le portfolio manager ou le chief investment officer. Effectivement, ce n'est pas des personnes qu'on peut targeter simplement sur LinkedIn en envoyant 2-3 mots, une presse de la solution. Non, il faut soit une introduction en bonne uniforme, soit effectivement qu'il ait déjà entendu parler de moi, entendu parler d'une publication avec une banque d'investissement, etc. Et puis effectivement, ouvrir le pipe. Et ce qui est bien pendant la période Covid et qui marche très très bien, c'est créer des événements, des webinars. Et donc là, effectivement, inviter le maximum de monde possible dans votre target client. Ça fonctionne pas mal, mine de rien. Si le sujet est intéressant et sort sur l'actualité du moment, nous, je me rappelle, pendant le premier confinement, on avait fait des webinaires, on avait 600 attendees par moment. C'était juste fou parce qu'on surfait sur cette période de Covid où il y avait un manque de visibilité sur ce qui se passait sur le plan économique. Les gens avaient besoin d'avoir d'informations, avaient besoin de data. Et donc, effectivement, on avait ce gros intérêt-là pendant cette phase Covid. Donc, voilà un petit peu quelques tips. Géraldine, je t'ai vu réagir à ce que disait Rizlen, notamment par rapport à l'aspect média. Est-ce que tu veux apporter ton... Non, je comprends tout à fait le point de Ghislaine parce que d'ailleurs, elle a dit Financial Times, Wall Street Journal, mais attention quoi. Les PR, ça fait pas une boîte, enfin ça vous fait pas signer des clients. Donc moi je suis très, il faut faire attention aux vanity metrics. Ça fait très plaisir à l'entrepreneur et ça nous a tous fait très plaisir à un moment donné, ses premiers articles, etc. Je pense que Ghislaine a un point sur effectivement, parce que pour elle elle s'adresse à une cible qui regarde ces choses-là et donc du coup c'est un vrai label. Il y a un vrai côté, d'après ce que je comprends de son business. Mais pour une startup lambda, c'est pas parce qu'on va être dans TechCrunch, c'est pas parce que on va avoir un peu de PR que ça va faire marcher voilà. Et donc il faut se ressentir. Enfin, je suis peut-être un peu à l'ancienne, hein, désolée, mais il faut se recentrer sur l'essentiel, c'est signer du business, signer des clients. Et c'est ça qui va être vraiment très important dès le départ. Et donc voilà, c'est juste un point. Et encore une fois, si effectivement ça passe par la presse parce qu'on est dans une cible extrêmement sensible à ce genre de choses-là, oui, ça fait complètement du sens.
Je vais juste souligner une chose et je suis tout à fait d'accord avec Géraldine. Aujourd'hui chez Quantcube, notre budget média est 0, 0 €. C'est-à-dire qu'effectivement, on fait pas d'achat média. Quand on intervient dans un article ou c'est vraiment en tant qu'expert, donc c'est vraiment des tribunes d'experts, c'est vraiment mettre en lumière nos données, nos savoir-faire sur un sujet d'actualité et donc effectivement, c'est la démarche et c'est de la visibilité bien entendu, c'est apparaître comme expert, mais encore une fois, c'est d'être le marqueur pour cette clientèle-là. Exactement comme tu disais, Géraldine. Ok. Une question pour Isolis. Est-ce que tu peux aussi nous expliquer comment vous avez signé votre premier client à l'international? Voilà, comment ça s'est passé, le cycle de vente? Alors notre premier client international, on l'a signé en France, hein, donc voilà et donc on l'a signé en France, c'était Expedia à l'époque. Et quand, ils se sont lancés, en Europe et puis, bah, on a fait nos preuves, en France et comme, les boîtes américaines, sont très rationnels, quand ils voient les perfs dans un pays, comme un Procter ou d'autres, ils font remonter les prestats et du coup après on a pu commencer à avoir un peu de scale. Donc voilà, donc c'est clair que c'est, en tout cas, nous ça a été important pour nous de déjà gagner des filiales de groupes internationaux, dans notre jardin, disons ça et pour ensuite, prouver, qu'on était au niveau et aller ensuite gagner, dans d'autres pays ces clients-là, ce qui pour certains ont été assez rapide et pour d'autres ont pris, des années, de très longues années. Hem, donc évidemment, on ne peut pas, avoir une stratégie internationale en ayant uniquement cette stratégie-là, mais à mon avis, elle est, quand même importante. On a une autre question, si l'un de vous répond, c'est dès le départ, avoir ses équipes produits et son CTO en Chine et le reste en France, red flag. Rislaine, si tu veux réagir. Oui, attention aux lois un peu extraterritoriales en Chine. Attention, attention, enfin, je dirais la Chine, il faut y aller clairement, faut y aller. Ne pas y aller, c'est pire que de prendre tous les risques. Mais il faut faire attention, il faut avoir une architecture et une organisation quand même, heu, bien huilée. Faut y aller accompagné là en Chine. Le cadre légal est particulier. Il y a certaines lois, heu, qui sont compliquées, à plusieurs aspects, surtout quand on est sur des business un peu stratégiques en lien avec des technologies qui peuvent être des technologies stratégiques et souveraines, la data et cetera et donc effectivement, il y a toute une série de nouvelles lois qui sont sorties ces dernières années en Chine qui, même si on n'est pas implanté localement, même si on ne fait pas de la R&D locale, si simplement on a une petite filiale, il y a une partie de la data ou de la techno qui transite par la Chine, bah, effectivement, derrière, le gouvernement chinois peut se saisir de toute la chaîne de valeur. Donc vraiment, vraiment attention. Il faut aller faire du business en Chine, c'est un très, très grand marché, il y a plein de choses à faire, mais il faut y aller vraiment conseiller et être sûr que, bah, on arrive à mettre des protections quand même pour la pérennité de son activité. Ok, merci. Peut-être une dernière question sur le produit. Et là, je m'adresse à toi, Géraldine. Du coup, toi, quand tu vois beaucoup de startups venir aux US, tu leur conseilles quoi pour le produit? Est-ce que, voilà, on commence à le dire, il faut penser le produit international dès le premier jour, mais est-ce que tu as d'autres conseils à apporter? Bah, c'est-à-dire que ça reboucle hein, sur tout ce qu'on a dit, ça reboucle sur la partie culturelle, ça reboucle sur la partie client. C'est un produit, c'est pas un trophée qu'on brandit. Souvent, enfin, moi, j'ai eu souvent des entrepreneurs français qui arrivaient dans leur pitch en me brandissant un produit avec des features et je dirais que le produit, pour moi, c'est l'instant T de là où on en est. Donc, en allant à l'international, c'est plutôt une vision qu'on a envie de partager. Le produit, il va être amené à évoluer parce qu'il va s'adapter culturellement, parce qu'il va s'adapter aux clients, parce qu'il y a certaines choses qui vont pas forcément correspondre. Donc, il va y avoir une base commune, mais en fonction de là où on est, on va le traiter différemment. Et c'est plus, je pense il faut justement se détacher un peu du produit et
se dire finalement où est-ce que j'emmène ma boîte, c'est quoi la vision, qu'est-ce que je suis en train de construire. Et la résultante de ça, c'est by the way, j'en suis aujourd'hui là avec mon produit. Et comme le disait Islis, elle a une boîte qui a 20 ans. Son produit aujourd'hui, ou ses produits, ils n'ont plus rien à voir avec ce que c'était il y a 20 ans. Le produit, c'est la pâte à modeler de la boîte. C'est ce qui évolue tout le temps, c'est ce qui s'adapte. Par contre, là où on veut aller, ce qu'on veut construire, ça, c'est la vision. Et il ne faut pas avoir peur de partager cette vision. Ce n'est pas mentir que de dire « je veux aller sur Mars », mais by the way, j'en suis qu'au launchpad. Bon, ok, je n'ai pas encore construit la fusée, mais par contre, j'ai déjà le launchpad. Et si on raconte l'histoire de pourquoi on va sur Mars et comment on y va, à ce moment-là, le client en face, il comprend que le launchpad est vachement intéressant et il a envie d'acheter le launchpad. Il a envie d'être sur ce launchpad. Donc, c'est vraiment ça. Donc, il ne faut pas se focus sur le produit. Pour moi, le produit, c'est une résultante. C'est le quotidien, hein, on est bien d'accord. C'est ce qu'on vend aux clients. Mais c'est une résultante d'une vision beaucoup plus globale. Donc, sortir un peu la tête du guidon. Ok, merci. Je vois qu'on arrive à la fin du temps qui nous est consacré. S'il y a une dernière question, on peut la prendre. Mais bon, j'ai vu que vous êtes restés pendant cette session alors qu'on était en concurrence avec Jean Castex et ses annonces. Donc, merci beaucoup. Ce n'est pas du tout nous ce qui a été annoncé. Je vous souhaite une très, très, très belle soirée. Merci Isolis, merci Rislaine. Merci Maxime et Géraldine pour cette session. C'était un vrai plaisir. J'espère qu'on a pu répondre à la plupart de vos questions. Je sais qu'il y a des personnes qui sont inscrites par la suite au rendez-vous one-to-one avec les investisseurs du New Fund. Donc, posez-leur toutes les questions que vous pouvez. Et puis, pour les femmes qui ont des projets à l'international, vous pouvez également nous contacter. On sera là pour vous conseiller. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne soirée.